Mais quelqu'un comme ça, en fait, qu'est-ce qui se passe en fait? Il va aller voir un client, il va pas récolter un mandat, et puis après il lui fait quoi? Il lui envoie un SMS pour l'insulter parce qu'il lui a pas donné le mandat, puis qu'il a donné le mandat à la concurrence. Ouais. Donc s'il est capable de nous le faire à nous, il est capable d'aller faire ça à un client, alors que je pense que c'est grave, quoi. On a vu ça déjà, des gens qui menaçaient leurs clients. Mais complètement. En Innov, on va aller avec réseaux sociaux et visites virtuelles, et je me suis dit, c'est en première page, c'est bien, mais d'un autre côté, on n'est pas vraiment en avance si c'est ça notre innovation. Ouais. Je veux pas dire qu'on est lent, en fait, mais il y a encore beaucoup à faire et puis il y a beaucoup à aller creuser. Ça me désespère un peu parce qu'il y a toujours 4 photos de biens immobiliers sur la page et c'est tout. Parce qu'une fois on se dit ok c'est bon, on va faire la page Instagram, on fait la page Instagram, on met un nom, on fait une super bio, joli machin, on fait 4 photos, on poste 2 fois en une semaine et après ça s'arrête là et il n'y a plus jamais rien d'autre. Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Hey, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Sandra Rouillet et Yannick Butet, donc cofondateur d'ailleurs du coup de Kiwi, agence immobilière de courtage basée en Valais. Vous allez en parler d'ailleurs tout à l'heure. Peut-être en introduction, racontez-nous rapidement ce que vous faisiez peut-être avant l'immobilier et puis comment Kiwi est né. Ouais. Et puis ensuite, après on développera. Bon, moi, avant Kiwi, j'ai toujours fait de l'immobilier, on va dire. J'ai commencé par à être dessinatrice en génie civil. Après, personnellement, j'ai suivi un petit peu le cursus dans l'estimation immobilière, dans un bureau d'estimation. Et puis, je suis vite repartie dans le courtage. Et j'ai fait une petite pause. J'ai monté une autre entreprise, en fait, dans le tourisme, un petit peu pour partir sur des jobs un petit peu passion. Et je suis revenue dans l'immobilier avec Yannick il y a quelques années, en fait, maintenant. Ok, voilà. Ça fait quelques années déjà Kiwi ça va faire c'est quoi récent. En fait, on a regardé ce matin, ça fait depuis 2020 qu'on a réfléchi à Kiwi. Donc maintenant, ça fait 2-3 ans. Ouais, en fait, c'était, je crois, le 1er septembre, c'était ça, 2020, ou bien c'était en novembre, enfin mi-septembre. Voilà, l'automne 2020, en fait, quand moi j'avais envie de monter quelque chose pour moi, en fait. En quittant le monde politique que j'ai fréquenté pendant de nombreuses années, ma volonté c'était de pouvoir monter une structure, de créer quelque chose et d'avancer. Et puis, comme on s'était lié d'amitié avec Sandra dans le cadre de son autre entreprise d'accompagnement montagne, de BID, je lui ai proposé qu'on s'associe pour lancer une entreprise en immobilier, comme elle avait une douzaine d'années d'expérience dans le domaine. Alors on s'est dit qu'en alliant ses compétences techniques, mes connaissances au niveau du réseau et puis les connaissances que j'ai pu acquérir aussi dans mon passé en fait politique, ça ferait un bon mix. Et puis c'est le cas, vu que ça c'était en 2020, on a attendu le 1er septembre 2021 pour lancer l'entreprise, pour être vraiment bien prêt à pouvoir lancer cette société. Ouais, on voulait réfléchir vraiment à la stratégie, vraiment à la boîte. En fait, on n'a pas voulu juste dire voilà, on fait ça comme ça. On voulait lancer, on voulait lancer quelque chose de près. Et du coup, on a aussi fait, on n'a pas fait qu'une agence, on en a fait une marque. En fait, voilà, ça a été un petit peu l'idée, le concept. Ouais, d'ailleurs, on voit partout en Valais. Ouais, et c'est pour ça que d'ailleurs, on était super prêts parce qu'on a pu se préparer. Et puis, alors, si on a dit une marque, c'est vrai qu'on a déposé la marque aussi. Ouais. C'était un petit peu la touche supplémentaire. Ok, excellent, magnifique. Et du coup, vous avez beaucoup réfléchi au concept. C'est quoi alors exactement le concept de Kiwi? Qu'est-ce que vous proposez? C'est de se dire, mais voilà, en fait, qu'est-ce qu'on veut par la suite? Maintenant, on arrive, en plus, en 2020, on était en plein Covid. Donc, tout le monde travaillait à la maison. Le home office, c'était un petit peu démocratisé. Ça, c'est quelque chose, moi, pour laquelle j'étais déjà habituée dans mon travail. Mais finalement, les outils, en fait, ils étaient beaucoup plus complémentaires que ce qu'on avait avant. Puis, c'était aussi de se dire, mais à première vue, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre un bureau sur Colombey vu qu'on a le siège, mais on ne sait pas si on va se développer que sur Colombey? Et puis, est-ce qu'on reste que nous deux ou est-ce qu'on se développe? Est-ce qu'on prend des personnes en fait, par secteur qui vont s'occuper chacun de leur région? Et puis très vite, en fait, on s'est entouré d'un collaborateur pour vraiment commencer à 3, pour compléter un petit peu les compétences. Ben voilà, on avait les compétences de Yannick, on avait les miennes. Puis on a pu en fait avoir Alexandre avec nous, qui venait compléter l'équipe, qui serait beaucoup plus sur le terrain. Et puis vraiment, c'est vrai qu'on a été un trio dès le début assez complémentaire. Je sais pas si... Ouais.
C'est vrai que nous, en fait, à la base, c'est du courtage immobilier, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Tout le monde connaît ce domaine, achat, vente, recherche de locataires. Par contre, il y a 2 axes sur lesquels on essaye d'être différent, c'est de rester très professionnel. C'est vrai que c'est un métier qui n'est pas protégé dans notre pays, donc ça pose quand même certains problèmes, parce que du jour au lendemain, n'importe qui peut s'improviser agent immobilier, et ça crée aussi cette mauvaise image du métier, parce que c'est vrai que souvent, dans la population, c'est pas un métier qui est bien perçu, on a l'impression qu'on gagne beaucoup d'argent avec peu d'efforts, alors que quand on est vraiment dedans et qu'on essaie de faire les choses de la manière la plus professionnelle possible, c'est beaucoup d'efforts. Pour de l'argent, c'est vrai, mais en tout cas, on le vole pas, ça c'est certain. Donc ce côté très professionnel, il est très important pour nous. Et on mise beaucoup sur le capital humain, la qualité. On a envie de choisir nos courtiers pour qu'ils nous ressemblent, pour qu'ils partagent cet esprit d'équipe. C'est presque un esprit de famille. Et on les forme d'abord en interne. Comme Sandra, en plus, elle donne des cours à l'USPI, donc c'est plus facile pour nous. On a un programme qu'on a développé avec des modules de formation. Puis notre idée, c'est après de les envoyer soit à l'USPI, soit à la suite, après une certaine expérience. Parce qu'ils ne tirent pas profit. Voilà, ils tirent pas très smart, ça. On définit vraiment une année avant de les envoyer au cours pour qu'en fait, quand ils vont arriver au cours, ils vont parler de PPE, de bail. Et ça va vraiment leur éviter de regarder le professeur avec des gros yeux en se disant attends, un PPE ça veut dire quoi, et puis voilà, non, comme ça c'est déjà des acquis, et puis je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour eux d'arriver au cours, de connaître un petit peu les termes, de s'y intéresser, de se former, et puis ça a du sens en fait. Tu donnes quoi comme cours déjà? Moi je donne la base chez USPI, je donne le courtage dans Immobase. Ouais. Mais t'as pas été ma prof du coup? C'est possible. Je pense pas. Non. Tu crois pas? Mais je pense. Et depuis quand? Non, à ça Martigny? fait pas longtemps. Ça fait à Martigny, mais j'ai commencé il y a 2 ans chez eux, 1 année, 2 ans. Ouais. Non, juste pas, mais pas loin. C'est marrant. C'est marrant. Ça aurait été marrant, ça. J'ai fait à Martigny, ouais, je fais à Lausanne aussi. Mais t'as fait des brevets? Oui, d'expert du coup, mais à la suite. Ah ouais. Non. Donc là, je fais le brevet de gérant. Non, parce que j'étais aussi à l'expertise des brevets, mais ça, justement, avant. Ok, ouais. Et là, aux examens. Ouais. Et puis, du coup, avec les travails de projet aussi, j'ai vu aussi passer des gens en face. Mais en général, j'ai laissé un bon souvenir à ceux qui ont passé les examens. Bon, ça, c'est ce qu'elle dit. En vrai, ils loupaient tous. Moi, j'étais la gentille. Tu sais, t'as toujours 2 rôles, donc il y a 2 experts. C'est vrai, ça. Puis juste le deuxième axe, parce que ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Nous, le premier axe, c'est d'essayer d'être le plus pro possible. Le deuxième, c'est de communiquer de manière différente. Donc c'est vrai qu'on a eu cette volonté déjà sur le nom, de trouver un nom un peu original, qui a un sens, mais qui est moderne. On n'a pas seulement pris nos noms de famille, on n'a rien contre, mais on avait envie de communiquer de manière différente. Et puis c'est long à écrire but et rouillé sur une adresse mail. Surtout toi, c'est rouillé monnaie. Si on veut. C'est rouillé monnaie. Donc du coup, en fait, c'est là où on a essayé de faire ça. Toi, tu fais ça de manière extraordinaire. Bon, on n'a pas le même âge non plus. Je veux dire. Nous, malgré notre grand âge, on a décidé de communiquer différemment sur les réseaux sociaux, sur nos vidéos, aussi dans les supports papier qu'on donne. Ouais. On en donne toujours. C'est toujours important ce contact et on essaie d'être différent. Donc ça, c'est ces 2 axes. Un peu, voilà. Et puis, c'est vrai que comme Sandra a très mauvais caractère en plus, la communication, c'était facile. Elle me tire toujours les oreilles. Moi, je suis une victime assez consentante, donc ça marche. Et du coup, Kiwi, c'est quoi c'est pour qui et pour rien, là. Excuse-moi, mais... Pas de règlement de compte en plein live. Et le kiwi, alors, c'est pour le oui de nous et le qui de clé. En fait, nous sommes la clé. Kiwi, c'est Kiwi, l'immobilier qui a du peps. Ça, c'est notre slogan. Oui, c'est juste. Et qui, la clé, le oui. Et franchement, ça a été une grande soirée pour trouver ce nom. Ah ouais. Mais... C'était vers 2h du matin. Ça s'est terminé à 2h du matin. On avait une pile de post-it comme ça. On a trouvé des noms qui étaient rigolos aussi. Mais c'est ça qui a pris un an, en fait. Vous avez échappé à Peacock. C'est ça qui a pris un an avant que ça. Non, mais alors, le coup de trouver un nom... Yannick, t'as reçu combien de SMS à des heures pas possibles avec des listes de noms qui me passaient par la tête et puis je pense que tu t'endormais sur le téléphone et... Vous savez comment je trouve des noms, moi? Non. J'écris à ChatGPT.
Ah bah ouais. Ah mais ça n'existait pas. Il me sort 20 noms et c'est rigolo. Ouais, non mais je pense que maintenant je le referai. Mon chat GPT, c'était Sandra à l'époque. Parce que maintenant le chat GPT c'est devenu mon collègue entre 4 et 6. Je suis très lève-tôt, donc j'ai un collègue en fait qui me répond que quand je le sonne, donc ça j'adore. C'est vrai que la phase de montage d'entreprise, c'est toujours un peu chaud, hein, ça on le sait tous, mais en plus nous on faisait tout seul, hein, donc la com, la compta, la totale. Ouais, on avait juste un graphiste pour... Voilà, exactement, une graphiste pour nous aider, et puis c'est vrai que là, il faut trouver le bon équilibre. Alors sur la couleur, Sandra finalement elle avait lâché en fin de soirée, et je pense que 3 heures après, elle m'envoyait un message depuis chez elle en disant j'ai pas dormi de la nuit, le verre ça me va pas, faut changer de verre. Bon, tranquille, fais comme tu veux, moi ça me va, ça va aller. Non, mais c'est vrai, quand tu montes l'entreprise, en plus à deux, ouais, c'est quelque chose, parce qu'on doit trouver le bon compromis ensemble, on doit se mettre d'accord, et puis moi j'ai beaucoup de caractère, et Yannick aussi, et quand je suis pas d'accord avec quelque chose, ça me dérange à pas dormir, quoi. Donc la couleur, le vert de kiwi, à la base, le vert de kiwi, c'était un peu ce vert-là. Ouais. Et ça, la graphiste, la graphiste aussi s'en souvient bien de tout ce qui s'est passé avec le verre. Voilà, voilà un petit peu l'histoire. Ce qui a pris une année, c'est le nom et la couleur. C'est pas le reste. Non, je rigole. Non. La stratégie, tout ça, on s'en fout. Non, mais c'est parce que, mais c'est une question intéressante parce que souvent les gens se posent trop de questions. Moi, je trouve par rapport au nom et tout ça. Au final, c'est pas le plus important. Et je pars toujours du principe que il faut toujours appliquer le 28-30, quoi. Et puis pour moi, ça fait clairement partie des 20% qui doivent aller vite, quoi. Oui. Mais pour nous, il fallait trouver ce nom. Il fallait quand même trouver ce nom qu'on assume, qu'on puisse porter. Et puis qu'il soit facile à dire, c'est-à-dire 2 syllabes, je pense que c'était aussi une des bases. Et puis, non, moi, je pense que ça a pris beaucoup plus, je t'avoue que ça a pris plus que 20% le nom. Non, mais après je pense il est très bien pensé. Il n'y a pas de bonne solution. Après ça, il y a aussi ceux qui disent, oui, mais vous n'avez pas mis immobilier, on ne sait pas ce que vous faites. C'est clair. Alors bon, on sait pas. Il y a toujours des... Mais on sait quand même, donc après... Et d'un point de vue du coup, au moment où t'étais à la correction des expertises là, c'est quoi? Parce que là, je vais commencer à donner des cours à la suite. Du coup, donc je suis content. Mais quand t'es prof, tu peux pas faire expert, c'est ça? Tu dois complètement, ça joue pas en fait. Tu peux pas être enseigné et puis corriger quoi derrière en fait. Pourtant, tu pourrais enseigner pas du tout ce que tu corriges. Tu vois? Je veux dire, tu peux enseigner l'estimation à un cours de base, puis corriger les examens de brevet. Ouais. Alors, je sais pas, là, je peux pas te donner les règles exactes, parce que c'est pas moi qui les fais, puis je les connais pas. Effectivement. Voilà. Moi, ça s'est pas posé la question, c'est pas qu'on m'a dit, tu dois choisir. Je veux dire, j'ai eu une époque où j'étais experte aux examens, et puis j'ai eu une époque où je suis enseignante au cours de base. C'était aux oraux, alors j'ai eu les oraux. Ouais. Et puis une année après, j'ai eu les écrits. Je me souviens plus exactement. J'ai fait plusieurs années. Et puis j'ai switché. J'ai eu des oraux, j'ai eu des écrits. Okay. Il me semble que j'ai eu 2 fois les oraux. Ouais, j'ai vu 2 fois les. C'est excellent ça. Moi j'ai trouvé. Je trouve que c'est assez paniquant les oraux du brevet d'expert. Complètement. En soi, tu peux te préparer et tout, mais il y a très peu de préparation au final. Et moi, je me rappelle, on fait une préparation à l'école. Et donc j'étais allé à l'école à la suite, du coup on a fait un test pour les examens finaux oraux, 1 mois avant les examens finaux, et je me suis complètement planté, mais j'ai eu un cas, je suis passé à côté, mais complètement à côté. Mais t'étais dans l'estimation, là c'était estimation. Expertise, donc examen du brevet fédéral en blanc de l'expertise immobilière, mais vraiment je suis passé à côté. Je pense que j'aurais fait 3 ou 2,5 à cet examen, quoi. Et là je me suis dit ok, c'est chaud. On est à 4 semaines de l'examen final, je peux pas me repréparer, je peux pas refaire vraiment la mise en place des experts, des faux experts, machin. Donc c'était chaud, mais après l'examen final ça s'est bien passé. J'ai dormi 11 heures la nuit avant l'examen final. Donc j'étais en forme. Ah, joli. Et j'ai chopé au hasard exactement ce que je voulais pas choper. Donc plusieurs milliers de mètres carrés de halles industrielles à Coire, sur un site industriel, donc sol pollué, machin, il y avait plein de trucs, blabla. Mais en plus, c'est vraiment le truc. Et c'était une entreprise norvégienne qui avait racheté le site, et du coup, il y a une problématique LFIE, plus il y a des halles qui étaient neuves, des halles vieilles, donc problématique d'amiante, plus pollution du sol, donc vraiment, il y avait un peu la totale. Heureusement, faut pas donner de valeur à l'examen, mais c'était chaud. Et les formations, les brevets fédéraux, moi j'en retiens une chose,
c'est hyper haut level. Que ce soit dans n'importe quel module, en fait, que ce soit courtage, estimation, gérance et développeur aussi, j'imagine. Ça, j'ai pas encore d'écho. Ouais. Mais le but, c'est de mettre la pression, de voir jusqu'où tu peux aller. Et Moi, j'ai pas dormi 11 heures la veille. Alors, moi, j'ai pas dormi 11 heures la veille des examens. Et moi, j'avais collé. Et moi, alors, pour m'habituer aux oraux, parce que c'était la panique, en fait, d'aller aux oraux, je connaissais, en fait, quels étaient les experts qui allaient me caster. Donc, en fait, pendant 1 mois et demi, j'avais imprimé la photo de mes experts comme ça. Les 2 experts, et je les ai collés sur mon bureau. Et en fait, tous les jours, je passais ma vie avec les 2 experts qui allaient me caster. Comme ça, le jour. Diminuer le stress. Donc, s'ils m'écoutent, s'ils me voient, ils ont eu leurs photos collées sur mon bureau, les 2. Ouais, tu les as encore là maintenant? Les photos? Ouais. Non. Collées sur le bureau? Non. La mienne, pour diminuer le stress, c'est avant le... Tu parles de toi, oui. Ah, purée, incroyable, quoi. Alors ça, j'ai même pas pensé à faire ça, tu vois. Mais non, moi, je me suis dit comment il faut que... Parce que je savais que moi, j'allais être en panique devant eux. Enfin, j'ai cette capacité à assez paniquer à des examens. C'est chiant, ça. Et du coup, je me suis dit, bon, comment arriver à l'aise devant eux? Donc, j'ai fait 2 choses. J'ai imprimé leurs photos et j'ai mis des lunettes. Donc des lunettes de vue, des fausses lunettes de vue, j'ai pas besoin. Mais j'avais au moins l'impression d'avoir ce masque en fait devant eux, et puis comme ça, je me sentais protégée. Puis j'étais dans mon monde. Carrément. Non, je te jure. C'est incroyable. Non, mais moi je vais loin. Moi niveau stratégie, ça va loin là-dedans. Alors tu m'étonnes que ça a pris 1 an quoi pour pour un examen, ça a pris déjà tellement d'énergie. Mais ça a marché et j'ai fait un super truc. Non, j'ai eu plus que 5 sur la matière. Enfin, j'ai eu un très bien. Donc c'était. Incroyable. Ouais. Autant moi je me dis ce serait impossible que je mette des fausses lunettes pour que je puisse me... Ah mais moi c'était pour me protéger. Ça me rajouterait à un truc que j'ai jamais d'habitude. Déjà t'as pas l'idée. Donc, en plus j'aurais jamais eu. Moi j'ai cogité. Et moi ça a fonctionné. Hein. Bon tant mieux, c'est ce qui compte, c'est le résultat. Ouais, félicitations. Du coup alors c'est important la formation pour vous dans l'immobilier? Hyper important. C'est un problème même. Bah bien sûr. Ouais, non, complètement. Et surtout dans l'immobilier. Parce qu'étant donné que c'est un métier qui est ouvert... Pour moi, c'est très important parce que j'en ai fait une carrière. Comme tu me l'as demandé au début, je ne suis pas arrivée comme ça il y a 2 ans avec Kiwi. Ça a été tout un processus. Derrière Kiwi, justement, il y a mon nom. Et j'ai envie qu'en fait, nos collaborateurs puissent refléter aussi des gens qui sont des gens qui sont sérieux quoi. Ouais. Et puis les montants qui sont en jeu ils sont conséquents. Dans beaucoup d'achats c'est l'achat d'une vie ou la vente d'une vie, et puis c'est vrai que quand on a des gens qui sont pas formés, alors il y a des gens qui bossent bien aussi, mais on limite le risque comme client de travailler avec des gens qui sont formés parce qu'ils savent de quoi ils causent, ils ont pu voir aussi les risques qu'il y avait de leur côté dans leur métier, ils peuvent accompagner aussi jusqu'au bout. Donc là, sincèrement, la formation, mais dans tous les domaines, et c'est une des forces de la Suisse. Et c'est dans notre métier, comme effectivement, il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment une plus-value qui amène, on le voit aussi chez nous en fait. En fait, les gens qui sont formés, ils ont quand même des réflexes qui sont différents. Et puis, sur des questions, alors on est toujours à disposition pour répondre s'il y a des gens qui n'ont pas encore suivi leur formation. Ils se font moins piégés. Mais ils se font moins piégés. Et puis, en fait, il y a plein de petits détails, en fait, auxquels ils ont déjà la réponse ou ils savent comment appréhender les choses. Et ça rassure le client aussi. Exactement, ce que j'allais dire. Ça rassure. Et il se sent en confiance quand il a affaire à quelqu'un qui anticipe des trucs qu'il n'avait même pas vu encore venir. C'est important. Moi, j'aimerais quand même ajouter aussi une chose par rapport à ça, la formation. En fait, chez nous, on est quand même toujours parti du principe que les qualités, en fait, la formation, c'est quelque chose qui va s'acquérir. En fait, tu vas partir en formation, on va former notre équipe et tout. Mais nous, en priorité, on a toujours regardé la qualité humaine. C'est-à-dire, je pense à l'exemple, en fait, on a eu des dossiers avec des personnes qui étaient formées, qui avaient un papier de base, et puis que, en fait, niveau qualité humaine, ça collait pas quoi. Et puis on va privilégier nous la qualité humaine parce qu'on sait qu'en fait après derrière c'est des gens qui auront ce potentiel d'être formés, d'apprendre le métier déjà avec nous en amont et ensuite sur le terrain et ensuite directement dans les écoles. Et puis ça je pense que la formation c'est une chose hyper importante, mais c'est pas pour nous l'essence de Kiwi, c'est pas que ça en fait, ça va vraiment être des personnes sur le terrain
qui seront pas des requins avec les dents longues. Enfin, voilà, on a besoin aussi de pouvoir se regarder dans le miroir après. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, puis le savoir-faire, tu peux toujours l'acquérir. C'est le savoir-être qui est le plus important. Ouais. J'ai répondu ça dernièrement parce qu'il y a un gars, lors d'un de nos derniers engagements, qui m'écrit. Donc c'est assez génial. Hein. Oui, alors Monsieur Butet, j'ai postulé plusieurs fois chez vous. J'avais fait le IMO base, ou en tout cas un cours de base à l'USPI. Et puis, vous avez engagé quelqu'un qui n'a pas encore fait ce cours. Je veux des explications, quoi. Non. Donc, assez génial. Hein. Donc, j'ai commencé par... Déjà, j'ai pris le temps de répondre. J'aurais peut-être pas dû, mais répondant en disant... Je pense que j'ai un peu poussé pour répondre parce que... J'ai pas de compte à vous rendre sur les personnes qu'on engage dans notre société privée. Bien sûr. Et puis, j'ai pu lui dire que l'important, c'était le savoir-être dont lui manquait. La preuve, le message était une preuve supplémentaire. Exactement. Comme on est poli, on dit pas tout, mais voilà. Mais, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y avait plein de codes qui faisaient comprendre que les qualités humaines n'étaient pas là du tout, mais pas que par ce mail, par d'autres choses. Donc, en tout cas, pas pour ce métier. Après, sûrement pour d'autres choses, c'est des gens très compétents, mais là, il y a justement cette mise en confiance du client qui est indispensable, en fait. Il faut que le client ait une vraie confiance. Pour ça que souvent, on dit il faut une certaine expérience dans le métier, mais de la vie aussi, ça aide quand même. Et puis, la formation, c'est aussi un plus. Mais quelqu'un comme ça, en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait? Il va aller voir un client, il va pas récolter un mandat, et puis après, il lui fait quoi? Il lui envoie un SMS pour l'insulter parce qu'il lui a pas donné le mandat, puis qu'il a donné le mandat à la concurrence. Donc, s'il est capable de nous le faire à nous, il est capable d'aller faire ça à un client, alors que... Ah, c'est bien vu, ça. Je pense que c'est grave, quoi. On a vu ça déjà. Des gens qui menaçaient leurs clients. Mais complètement. Qui mettaient une certaine pression. Menacer, c'est peut-être un peu fort, mais qui mettent une certaine pression. Plutôt la pression. Maladroite. Voilà, ou qui aussi demandent aux gens pourquoi ils ne leur ont pas donné un mandat à eux, mais d'une manière très très maladroite. Ouais, mais ça, et puis là, c'était gros comme une maison que cette personne chez nous, si elle se permet de nous le dire, elle le dit derrière à un client. Donc ça, c'est pas possible. Donc nous, la formation, c'est important, mais avant tout, c'est de la qualité humaine, parce que la formation, ça s'acquiert. Mais pour nous, elle est indispensable. Tout à fait. Pour nous, elle est indispensable. 100%. On ne s'imaginerait pas travailler avec des gens qui ne sont pas formés, en fait. Donc, de nouveau, selon notre modèle, une formation interne, puis ensuite une formation dans des associations reconnues après un certain temps d'expérience. Du coup, c'était comment alors parce que maintenant, vous êtes combien? 7 maintenant. Ouais, j'aime bien quand elle me regarde. Parce que non, mais moi j'ai un problème avec ces chiffres. En fait, on est 6 au courtage, en fait, entre le courtage, la direction, et puis on a une personne à l'administration qui a commencé ce mois-ci. Donc c'est pour ça que. Parce qu'au début. Ouais, c'est ça. En fait, c'est toujours aussi une difficulté dans le début d'une entreprise, pour nous, c'était de grandir pour pas stagner, mais de pas grandir trop vite pour pas prendre des risques inconsidérés. Donc ça, c'est toujours un équilibre à trouver. On sait pas. Tout le monde a eu du boulot aussi. Hein. Ça fait qu'1 an et demi qu'on y est, donc on sait pas encore exactement si on a fait juste, mais ça a l'air d'aller dans le bon sens. Ouais, ok, magnifique. Donc, et puis c'était comment, du coup, de commencer à engager? C'est très souvent une étape assez compliquée. Parce qu'au début, direct, vous étiez 3 alors. Oui, mais après, Alexandre, c'est juste la belle histoire. En fait, et Alexandre, en 2017, moi, je l'ai rencontré. Alors lui, il n'était pas du tout dans l'immobilier. Et à l'époque, en fait, comme il me voyait dans l'immobilier, on a commencé un peu à discuter. Il m'a dit que lui, il était prêt à faire une reconversion. Donc, il est venu me voir et me demander un petit peu des conseils sur la reconversion. Et apparemment, ça l'a motivé à faire cette reconversion. Et à l'époque, quand j'étais déjà responsable d'une agence au sein d'un groupe, je voulais l'avoir déjà dans notre équipe. Et lui, il n'a pas été intéressé à rejoindre notre groupe. C'était, ça correspondait pas à ses valeurs, etc. Donc, il a fait ça. Il a fait son chemin en fait dans l'immobilier. Et puis quand on a lancé Kiwi, la première personne à qui j'ai pensé, c'est Alexandre. Parce que j'avais continué à garder le contact avec lui. Comme j'ai bossé aussi chez des promoteurs, à chaque fois je le recontactais lui pour qu'il soit notre courtier. Puis je disais à Yannick, franchement, Alexandre, ce serait vraiment une personne avec qui on pourrait être bien pour travailler. D'ailleurs, on ne s'est pas du tout trompé sur ça. Et il a commencé tout de suite, mais c'est vrai qu'on a été le débaucher. Et on lui a demandé de prendre un sacré risque. Nous, franchement, la démarche, c'est simple. On trouve la bonne personne, on lui demande, on le débauche. Mais c'était pour lui que c'était difficile de se dire je pars dans une agence qui n'est pas connue, qui a 0 mandat. Ouais, c'est clair. C'est un nom. Et ils ouvrent au mois de septembre. Donc, le risque, il était quand même impressionnant. Ouais, puis il a une famille aussi, donc il a aussi, lui, a calculé son risque. Donc c'est vrai qu'il nous a accompagnés dès le départ. C'est quelqu'un toujours de très précieux et puis qui a pris ce risque au départ. Donc on a aussi une relation un peu
différente avec lui, comme les autres courtiers qui sont arrivés par la suite. En fait, c'est lui la personne de référence quand il y a des questions qui ne sont pas claires, s'ils ne viennent pas vers l'un ou l'une d'entre nous, parce qu'ils savent, s'ils veulent un oui ou un non, ils savent chez qui il faut aller, même si on en discute tout le temps. Et voilà, parce qu'ils ne savent pas, là, mais là, ils vont l'apprendre, c'est qu'en fait, nous, on se dit tout, mais ils croient encore qu'ils peuvent me demander. Mais c'est vrai qu'Alexandre a pris ce risque, et on a commencé ensemble de cette manière, puis après, assez rapidement, on s'est rendu compte, comme on fait toujours beaucoup de choses seul, qu'on avait besoin de gens sur le terrain, en fait. Sinon, on ratait trop d'opportunités, on devait être plus dehors pour faire rentrer des mandats, puis on avait besoin de gens pour faire le suivi justement des dossiers de courtage. Et à ce moment-là, on a pris cette option de partir sur au minimum un courtier dans chaque région, si on ose dire. Sierre, alors c'est plus que des districts, vu que c'est des régions, donc Sierre, Sion, Martigny et Montet-Chablais. Okay. Donc aujourd'hui, on a déjà une personne dans chacun de ces secteurs, des fois deux, et puis l'idée, c'est pas alors on n'a pas une volonté dans une société avec des milliers d'employés, mais de renforcer quand même ces secteurs pour profiter des opportunités, puis pouvoir offrir nos services aussi à davantage de monde. Ouais, ok, absolument. D'ailleurs, en parlant de services, du coup, vous êtes présent principalement en Valais pour ça. Vous bossez un peu dans la Riviera Vaud ou pas encore ? Non, pas encore. On a David en fait sur le Chablais. Il s'occupe beaucoup de montées. Il va encore jusqu'à Vouvry. On a le Chablais vaudois aussi. On n'est pas fermé. On n'est pas fermé du tout sur la Riviera, mais pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore les opportunités. Disons aussi pour pas se disperser, parce que c'est bien aussi. Mais déjà Sierre, Villeneuve. On doit vraiment connaître le domaine. C'est déjà assez grand comme secteur. Quand on a commencé il y a une année et demie, il faut déjà pouvoir le gérer en fait, parce que le marché est pas le même. C'est pour ça qu'on veut aussi des gens sur les secteurs, parce qu'ils connaissent mieux le marché, connaissent mieux les acteurs. Donc ça c'est aussi important. Donc pour l'instant, on a privilégié cet axe-là. Quand on a des biens qui nous sont... Parce qu'on a des biens qui nous ont été proposés au-delà, en fait, dans le canton de Fribourg, à Genève, dans le canton de Vaud, on a travaillé avec des agences partenaires en qui on a confiance, où on sait que le service sera équivalent à ce qu'on peut fournir, nous, dans le canton du Valais. Puis on a eu des retours aussi dans l'autre sens, où des biens nous ont été confiés par ces groupes en Valais. Donc, pour l'instant, on n'a pas la volonté de s'étendre au-delà. Après, on dit ça, puis on a des opportunités. Il suffit que tout à coup, un courtier ou une courtière de la Riviera ait vu notre communication, soit intéressé à développer quelque chose de nouveau dans un esprit de famille. On ne ferme pas la porte. Pourquoi pas ? On ferme pas la porte. D'accord, ok. C'est ça. Du coup, alors, vous dites, pour le moment, vous n'êtes pas présent dans le canton de Vaud, mais vous êtes quand même présent à Dubaï, en Espagne, parce que je pense que d'un point de vue géographique, c'était plus simple, je pense, que d'aller sur la Riviera. Non, je plaisante, mais du coup, expliquez-nous un peu. C'est sûr que c'est beaucoup plus rapide d'aller à Montreux que d'aller à Genève prendre l'avion. Sauf le dimanche soir quand tout le monde rentre du ski. Effectivement. Du coup, expliquez-nous rapidement ce que vous faites vraiment alors avec Dubaï. C'est vrai qu'en fait, sous le nom de Kiwi, en fait, on fait rien à Dubaï ni en Espagne, ça c'est sûr. Mais par contre, on a eu des opportunités qui se sont offertes à nous carrément. Moi, j'ai beaucoup voyagé sur Dubaï à l'époque, et puis je sais pas, j'ai une carte de visite qui a atterri au bon endroit. Et un jour, on a été contacté par un gros promoteur et qui nous ont proposé en fait de devenir agent immobilier pour eux. Et moi, ça me parlait beaucoup parce que je connaissais bien la ville, j'aimais bien. Je connais bien la ville, pas depuis 3 ans, mais je vais même dire depuis, je crois, 97. C'est une ville qui m'attire. Donc déjà avant qu'elle se développe au point où elle en est maintenant. Ça a changé un peu en 20 ans. Moi, j'y allais pas en 97, mais j'ai déjà dessiné en fait pour cette ville. Ah, ok. Donc ça m'a toujours titillé. Là, on a eu une opportunité pour Dubaï et on a eu en même temps, mais vraiment c'est tombé en même temps et c'était trop marrant, sur l'Espagne. On nous a proposé toute une liste de biens, des partenaires sur place. On s'est dit, ok, Kiwi, c'est une marque, on est en Valais, on travaille, on sait ce qu'on propose ici. On ne pouvait pas arriver et mettre genre un onglet supplémentaire sur Kiwi et puis mettre une vente sur Dubaï et l'Espagne. Donc du coup, on est en train d'ouvrir. Le site, il n'est pas encore fini. Enfin, pour nous, il est fini, mais en fait, on a le développeur qui va le finaliser là. Et on est en train d'ouvrir justement ce qui s'appelle Cocola, en fait, une nouvelle entité. C'est un Cocola by Kiwi qui va proposer des biens à l'étranger. Et l'idée, c'est d'être un intermédiaire suisse pour une clientèle suisse. Donc en fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'était proposer d'être l'intermédiaire suisse pour l'investissement à l'étranger. C'est clair que d'aller investir à l'étranger,
Il y a des warnings. Hein. Il y a des choses à savoir. Ouais. Alors, peut-être juste sur la marque, encore un élément. Nous, le plus important, c'est Kiwi et c'est le Valais, le Chablais vaudois. Notre cœur d'activité, c'est ici. Et c'est pour ça aussi qu'on voulait une autre marque, parce que d'abord, on est ouvert à l'ensemble de la Suisse. Mais notre cœur d'activité, Kiwi, c'est le Valais et le Chablais vaudois. On ne veut pas perdre ça. Par contre, le fait de travailler à l'étranger, ça ouvre l'esprit d'une manière incroyable. Complètement. Ça permet de voir ce qui se fait ailleurs, de voir d'autres manières de travailler, de prendre des idées. Et puis, notre objectif à nous, dans ce contexte, c'est de rassurer les gens qui veulent investir à l'étranger. Il y a différentes raisons d'investir à l'étranger. Ça peut être alors pour du rendement, ça peut être pour du loisir, ça peut être... La retraite, la résidence secondaire. Exactement. Il y a énormément d'opportunités et de raisons en fait, d'investir à l'étranger. Et ce qu'on veut, c'est rassurer. L'investisseur suisse, déjà, on sent qu'il y a une certaine crainte d'acheter un bien en Suisse. Alors on imagine bien que d'acheter à l'étranger, c'est encore pire, parce qu'on a l'impression qu'on va se faire voler, ça c'est sûr, hein, c'est la réaction de beaucoup de gens, surtout des anciennes des anciennes générations. Des jeunes, peut-être, ils ont plus envie, le monde aujourd'hui est différent de ce qu'il était il y a 20 ou 30 ou 40 ans, mais c'est vrai que nous, on veut rassurer et s'occuper du client de A à Z. On a des partenaires sur place, on est allé les rencontrer sur place, on a visité les biens, donc on ne vend pas des choses qu'on ne sait pas, où le but c'est juste de prendre une commission au passage. C'est vraiment un service jusqu'à la remise des clés, avec tout ce qui concerne également le financement, avec les taxes, avec les questions notariales, les questions juridiques, d'impôts, ainsi de suite. Très important. Et d'ailleurs, on a vu dans une première vente à Dubaï que c'est très complexe. Et on se demande d'ailleurs quand on voit sur certains sites que ça a l'air super simple, où les informations sont d'ailleurs pas toujours complètes. On se demande combien on fait des ventes, parce que c'est peut-être que le plus simple, ce serait... comme c'est hyper complexe. Ce qu'on veut pas, c'est envoyer un client et puis plus s'en occuper en fait. Peut-être que 1 sur 5, ça passe. On touche notre com, mais là, en fait, c'est vraiment de les accompagner jusqu'à la remise. Du moment où tu vas à Dubaï, en fait, tu dois t'entourer de tellement de partenaires différents parce qu'on va te demander des papiers dont on n'a jamais entendu parler ici, ou d'une manière, tu dois les fournir d'une manière, il y a des délais, il y a vraiment... c'est un autre style de vente, et du coup, c'est super intéressant parce qu'on découvre aussi des méthodes de vente qui sont très différentes. Nous, ça nous stimule aussi, ça nous permet de rester bien réveillé dans ce qu'on fait. Et moi, je trouve super intéressant. Après, c'était pas désagréable d'aller voir sur place aussi en Espagne et à Dubaï si tout tenait. Hein. C'est possible de se faire financer alors à Dubaï ou pas ? C'est possible. Nous, jusqu'ici, des financements ici, on n'en a pas encore trouvé. Financer une banque ici pour financer Dubaï, ça c'est mort. Non, mais je dis là-bas. Par contre, là-bas, oui, c'est possible. C'est possible, mais alors les conditions, franchement, c'est pas ouf. Hein. C'est pas simple. Les taux hypothécaires sont très élevés par rapport à ici. Actuellement, on tournait entre 6 et 8. Quand même. C'est déjà important. Donc, si on veut, typiquement pour prendre cet exemple, si c'est pour un bien de rendement, il faut bien faire ses calculs, bien choisir le quartier, bien choisir la méthode ensuite de gestion de l'appartement pour qu'il y ait un rendement qui tienne la route, parce que ça pénalise très rapidement si je prends que 6%, ça pénalise rapidement ton rendement. Ça c'est sûr, Et donc notre partenaire en fait sur place, donc on a aussi les banques sur place, mais c'est vrai que je pense heureusement que nous on est ici peut-être pour faire un filtre quand on reçoit les demandes par rapport aux banques, pour pouvoir expliquer de manière plus méthodique comment on fonctionne, quel papier on va donner. Parce que je pense ici, un client qui achète, tu lui envoies 40 WhatsApp avec 6 documents à remplir et à signer dans l'immédiat, plus encore un lien à remplir et à signer. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que tout va très vite. C'est incroyable. Tout va très vite. C'est combien de temps pour une transaction là-bas, que l'inscription et tout, ça se passe vite ? Ça se passe assez rapidement en fait. Alors déjà pour la réservation du bien, ça se joue en jour, parce que sinon les biens sont vendus en fait. Tu as une listing et ça part. Et le soir il y a les listings officiels de tout ce qui est parti, les chiffres à Dubaï de vente. Puis surtout que la plupart des gens qui investissent là-bas, ils évitent le financement là-bas. Donc ils viennent avec le montant qui correspond à l'achat. Donc ça va encore plus vite en fait. Tu réserves ton bien, tu payes, et puis ensuite il y a une inscription qui se fait auprès du département d'État, quoi. Ah ouais. C'est incroyable. D'ailleurs j'ai un ami qui vit là-bas,
Et puis une fois il m'envoie une vidéo sur WhatsApp et la vidéo elle dure 20 secondes et il passe dans un centre commercial, donc un méga mall, avec piste de ski d'ailleurs notamment dans le magasin, et il filme rapidement, il me dit tu vois, là ils vendent des apparts, là ils vendent des apparts, là ils vendent aussi des apparts, là ils vendent des apparts. Puis en fait dans le magasin t'as des stands d'agences immobilières qui vendent dans le supermarché. C'est comme ça que ma carte est atterrie à quelque part en fait. Ah ouais, parce que c'est incroyable, ils vendent directement des apparts là, et si tu te dis je vais acheter des pâtes, puis en même temps paf je m'achète un petit studio dans une des tours. C'est incroyable. C'est ça que je trouve justement qu'on dit c'est extraordinaire d'aller un petit peu sur place aussi, de voir un petit peu comment ils travaillent, parce que tu reviens, waouh, c'est chez nous, tout est très compliqué en fait. On a quand même l'impression, alors contrairement à Sandra, c'était pas un lieu qui m'attirait énormément, parce que voilà, il y a ce côté un petit peu bling bling. Tu le connaissais pas, moi je le connaissais, qui ne parle pas beaucoup, et puis en fait, par contre, on a l'impression que tout est possible là-bas. Alors bien sûr, il y a le revers de la médaille, on peut toujours mettre en avant les côtés négatifs, mais quand on rentre ici, puis qu'on voit que pour une construction d'importance, il te faut des fois jusqu'à 10 ans de procédure, on se demande quand même ce qu'on fait faux. Enfin, on se demande pas, on sait ce qu'on fait faux. Tandis que là-bas, tu viens avec un projet, mais même un autre projet, que ici, tout le monde va te fermer une porte en disant « ouais, mais c'est bullshit ». Là-bas, tout de suite, on voit une opportunité, on va analyser, et ensuite, on va te dire si c'est bullshit ou pas. Mais en premier, c'est plutôt de l'opportunité qui est partout, et puis c'est vrai qu'il y a... Alors, il y a sûrement un juste milieu à trouver entre la vieille Europe et puis ce développement qui est parfois effréné. Ouais, tout à fait. Du coup, je me suis dit... je vais mettre un stand, moi, dans une des COP, là. Ouais. Et on va vendre des appartes ici. C'est une bonne idée, la COP entre le rayon légumes et... Je vais t'emmener à Dubaï la prochaine fois, on va aller. Je vais à Dubaï, en plus. Ouais, parfait. Je vais à Dubaï. Je m'arrête 4 jours. Voilà. Je dois aller à l'île Maurice, là. Je vais à l'île Maurice voir des projets immobiliers. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, je m'arrête sur le trajet. 4 jours. Je vais faire un anniversaire là-bas. Donc, je suis content. Fin avril. Ouais. Excellent. Bientôt. Ouais, on verra, parce que j'ai aussi, tout le monde a des préjugés un peu sur Dubaï, sur ce qu'on voit, ce qu'on entend. Mais bon, je vais là-bas sans aucun préjugé. Et puis, je suis impatient de découvrir tout ça. Alors là. Génial, c'est super. Je vous redirai ce que j'en pense. Ouais. Autre sujet, du coup, on est aussi passé. Enfin, d'ailleurs, par rapport à l'Espagne, vous voulez dire 2 mots sur l'Espagne, ce que vous faites là-bas, grosso modo, c'est un peu le même concept que Dubaï. Même concept, quoi. Sauf que finalement, on va avoir une autre clientèle sur l'Espagne. Bien sûr, parce que Dubaï va attirer moins de retraités, plus d'investisseurs. L'Espagne va attirer plus pour de la résidence secondaire et la retraite. Et ce qu'on fait par rapport à l'Espagne, finalement, c'est pareil, mais surtout par rapport à Coca-Cola. Donc, on voudrait avoir des pays différents. Et c'est pour ça que l'Espagne est très différente de Dubaï. Et on est assez ouvert à un 3e pays, peut-être plus tard. On va voir les opportunités, mais qui rejoint pas l'Espagne ni Dubaï, vraiment quelque chose d'encore différent. Donc finalement, même chose sur Puis on s'est concentré pour l'instant sur... Alors, je répète, c'est pas l'énergie la plus folle qu'on met dans ce projet-là, mais par contre, si quelqu'un cherche un bien n'importe où sur la planète, puis qu'on peut aider dans la procédure, alors déjà, ça nous passionne, on aime apprendre les deux, c'est toujours super intéressant de voir ce qui se passe dans d'autres pays. Ici, on peut accompagner des gens jusqu'au bout, les rassurer, et puis nous, on a notre siège en Suisse. Donc ce qui est sûr, c'est que s'il y a un problème, on sait où nous retrouver. C'est pas non plus de l'argent qui disparaît, on sait où on habite, on sait où nous retrouver, et puis on assumera ses responsabilités. Et ça, c'est aussi un élément très important par rapport aux clients suisses. Donc là, on est prêt à ouvrir aussi de nouveaux marchés si on a une demande de ce côté-là. Ok, d'accord, magnifique. Et du coup, l'autre sujet, on a partagé un petit bout d'article dans le Nouvelliste en Valais. Donc pour tous ceux qui sont pas valaisans, enfin pour tous les valaisans, vous savez ce que c'est. Pour les autres, c'est un journal régional en Valais qui parlait de l'innovation du coup en immobilier. Comment vous voyez-vous l'avenir de l'immobilier ? Je pense notamment, j'ai fait des épisodes avec Usufly, je sais pas si vous connaissez, Popetit. Donc voilà, non, je connais. plusieurs PropTech en Suisse, donc en Suisse qui travaillent en Suisse romande sur différents thèmes de l'immobilier. Donc il y a beaucoup d'évolutions. Je vais faire aussi certainement un épisode avec Tayo. Donc c'est plusieurs entreprises qui innovent dans le domaine de l'immobilier, dans plein de secteurs Tayo, différents. ils ont passé beaucoup de temps pour leur nom aussi. Et d'ailleurs j'ai trouvé hallucinant que ça existe Tayo, que ce soit possible de l'avoir, parce que le nom de domaine tayo.ch, ça paraît impossible. Enfin, je veux dire 4 lettres, il faut trouver, ça n'existe pas. Enfin bref, du coup bravo à eux. J'en ai parlé d'ailleurs avec le fondateur de Tayo qui m'a dit effectivement j'ai eu du bol. Enfin bref. Et du coup, comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'immobilier un peu en Suisse ? Est-ce que c'est un peu trop lent ou pas ? Trop lent en termes d'innovation, d'évolution. Bon. C'est un domaine de vieux un peu. C'est pas ça, mais peut-être comme
Moi, je le dis. Hein. Je vais te dire ce que je t'ai dit avant. C'est vrai que quand j'ai vu sur la page Nouvelliste qu'on innovait, on va aller avec la visite virtuelle et puis les visites virtuelles, et quoi c'était Et non, c'était visite virtuelle et on innove, je sais plus quoi, les réseaux sociaux. Ah oui, non, la mention c'était réseaux sociaux. On innove, on va aller avec réseaux sociaux et visites virtuelles. Et je me suis dit, ça c'est en première page, c'est bien, mais d'un autre côté, on n'est pas vraiment en avance si c'est ça notre innovation. Ouais, c'est clair. Donc après, je veux pas dire qu'on est lent en fait, mais il y a encore beaucoup à faire et puis il y a beaucoup à aller creuser. Ouais. Moi, je connais pas encore tout ce qu'il y a à faire. Hein. Je pense qu'on est toujours, j'aime pas dire en retard, parce que finalement, ça peut donner une certaine sécurité aussi, puis ça correspond à la clientèle. Hein. En Suisse, on dit le monde politique est très lent, parce qu'on a ce système de consensus. Le monde économique, il est peut-être un peu plus rapide, mais par rapport à d'autres pays, alors je veux dire, on dit toujours les nouveautés viennent de l'Ouest. Elles peuvent venir des fois aussi de Dubaï ou d'autres endroits, mais et c'est pour ça qu'il faut toujours regarder ce qui se passe. Alors ailleurs, on sait que les États-Unis ont toujours beaucoup d'avance, aussi dans les erreurs. Hein, on se comprend, c'est pas le but de dire on prend la solution, on l'applique chez nous, c'est pas possible. Il y a une autre culture, il y a une autre mentalité, il y a une autre histoire. Par contre, c'est vrai que tout va très 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 doucement. On a fait un petit aller-retour au salon du e-marketing à Paris là, il y a quelques temps pour aller chercher de nouvelles idées. Et on voit que il y a des gens qui sont en avance d'une manière incroyable. Oui, mais par contre, tu peux pas arriver avec les idées qu'on a vues là-bas. Elles passeraient jamais avec notre clientèle ici. Non, mais elle passera dans quelques années. Elle passera dans quelques années. Donc on doit aussi s'adapter. On peut aller voir ce qu'il y a de nouveau. On peut voir les nouvelles technologies. Mais je pense qu'on peut pas les imposer comme ça là maintenant. Ouais. Non, mais par contre, les chatbots, là, accepter l'état de fait qui dit finalement, oui, il suffit de mettre 3 photos comme c'était le cas il y a 30 ans, parce que je le faisais il y a 30 ans, alors je continue à faire ce que j'ai toujours fait parce que ça marche. Ouais. Je pense que c'est un manque d'ambition. Et pas forcément sur le résultat du business, mais aussi sur le service qu'on doit donner aux clients. Je pense qu'un client d'aujourd'hui, il n'attend pas forcément la même chose qu'un client d'il y a 30 ans. Et c'est marrant, hein. Moi je tire beaucoup de parallèles avec la politique où souvent en fait le monde politique, les lois, elles sont toujours en retard sur le développement sociétal ou économique parce qu'il y a une peur de déplaire à certains et tout. Et je vois que dans ce monde-là, c'est ce que j'ai constaté dans l'article du Nouvelliste, finalement il y a quand même de belles sociétés, d'anciennes sociétés, mais qui sont sur des socles assez solides, mais qui ne voient pas arriver la vague, en fait. Ouais. Et ça, c'est un petit peu dommage. Hein. Donc, ils font du super job. Sûrement que leurs résultats sont 1000 fois meilleurs que les nôtres, en termes financiers, en tout cas. Hein. Mais c'est quand même dommage par rapport à sa clientèle de se contenter de faire ce qu'on a toujours fait. Et ça, c'est la pire des choses. Quand tu entends « Ouais, mais on a toujours fait Kodak. Ça, puis ça marche bien. » C'est Kodak. Ouais. C'est insupportable. Tu ne vois pas arriver la vague. Alors, peut-être qu'eux, ils arriveront à la retraite tranquillement. Mais je trouve que déjà, par rapport à ta clientèle, je sais pas, il y a un problème. Quand tu ne te poses pas la question de pourquoi je leur fournis pas plus, après, si ça passe comme ça, si la clientèle, si ta clientèle, c'est ce qu'elle veut, encore une fois, je te dis, moi, finalement, tout ce que j'ai vu au salon e-marketing, je trouve super intéressant. Peut-être eux me diraient, mais comment ça se fait que vous voulez pas vous investir là-dedans? Il y a la vague aussi, ils pourraient pas parler de moi comme ça. Mais moi, je sais que notre clientèle à nous, elle est pas prête. Elle n'est pas prête à ce que ce soit un chatbot qui leur téléphone pour leur dire que demain ils ont une visite et puis qu'ils peuvent appuyer sur 1 pour l'annuler, quoi. Oui, mais non, mais de nouveau, mais là, il ne faut pas opposer, mais tu as absolument raison, hein, mais je dis, mais c'est aussi une erreur qu'on a pu lire par endroits, hein, notamment dans l'article, c'est d'opposer un peu l'humain aux nouvelles technologies. Ouais. Non, c'est complémentaire. Je veux dire, aujourd'hui, en 2023, c'est évident qu'il n'y a aucun client, comme dit Sandra, qui ferait confiance uniquement à une machine. Et a raison, on a besoin de ce contact humain, on a besoin de donner cette confiance, on sait que les machines ne peuvent pas remplacer l'humain dans tout le processus de vente, dans la commercialisation, dans le fait de sentir aussi l'émotion, parce que c'est une émotion, hein, la vente immobilière. Alors c'est une grosse émotion, et ça, c'est pas possible. Mais par contre, un humain tout seul, les mains dans les poches, aujourd'hui, à mes yeux, c'est insuffisant. Si on n'utilise pas la technologie pour offrir un service qui est meilleur, mais dans tout le processus aussi, hein, je veux dire, que ce soit dans même à la prise de mandat, ensuite dans la valorisation des biens, ça paraît assez évident, mais aussi après dans le suivi. Et là, je pense qu'il y a différentes choses qui arrivent, des choses qui existent déjà, d'autres qui arrivent et auxquelles on doit rester attentif. Mais il ne faut pas opposer l'humain à la machine, les deux sont complémentaires. Évidemment que le plus important, c'est l'humain, hein, parce que ceux qui achètent, ce ne sera jamais des machines. Ouais, ça c'est vrai, ça, bonne remarque ça. Bonne remarque. Et du coup, les réseaux sociaux, vous utilisez un peu?
quand même. Nous, on a un plan marketing carrément. Ah ouais. Non, on utilise beaucoup. C'est ça. Moi, ça a fait partie aussi de notre stratégie, c'était de se dire, les réseaux sociaux, l'idée avec Yannick, c'était aussi, il faut qu'on soit dans le salon de nos futurs clients avant même qu'ils nous voient, qu'ils aient eu l'habitude de nous voir ou d'entendre parler de Kiwi, et puis qu'ils soient à l'aise avec nous quand ils nous contactent, et puis qu'ils aient déjà l'impression ou même l'envie déjà de nous tutoyer en fait. Voilà. Ouais. Donc les réseaux sociaux, en Valais, c'est facile. Hein. C'est très facile en Valais, c'est normal. Mais du coup, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, on est sur Instagram, LinkedIn, on est aussi sur YouTube. Sur YouTube, bon, alors... Faut que j'aille voir ça. Non. si, mais non, tu les vois faut aller voir. sur, un conseil, s'il te plaît, Facebook. sur Facebook, non, sur YouTube, ce qu'il faut aller voir, c'est... Tu peux aller sur notre page kiwi.ch et tu vas regarder uniquement les bêtisiers de YouTube. Ça, je crois que finalement, on fait du YouTube rien que pour nos bêtisiers, à Yannick et moi, parce que apparemment les gens nous ont adoptés dans notre manière d'être. Ils aiment beaucoup mon sale caractère. Et puis, Après, dans nos options, on a choisi de pas, pour l'instant, mais on se pose des questions, de pas forcément présenter beaucoup de biens sur les réseaux sociaux, mais travailler plutôt l'image, plutôt sur un ton un peu plus humoristique, un peu différent. Ça dépend du réseau, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, plutôt. Et on se pose la question, il y a aussi une clientèle qui aimerait voir plus de biens. Peut-être dire, ouais, mais finalement, c'est sympa, vos posts humoristiques, ou alors qui parlent... je sais pas, de ce qu'il y a à déguster en Valais à cette saison, mais peut-être qu'on aimerait voir plus de biens immobiliers. Donc on en publie quelques-uns, on se pose la question régulièrement, est-ce qu'il faudrait plus, moins, voilà, c'est ça. Non, moi je pense pas. Hein. Développement, moi je crois pas non plus, hein, tu vois. Ouais, moi je crois pas. Moi je pense pas parce que toutes les agences font ça. D'ailleurs j'ai toujours regretté parce que le compte Instagram, excusez-moi, mais d'une agence immobilière très classique. On pensait pas à Instagram justement, on s'est dit, on l'avait déjà viré l'idée de publier des biens sur Instagram, celle-ci on l'a éliminée, mais on a pensé à Facebook parce qu'on a beaucoup de retours. Peut-être. Moi, Facebook, je connais même pas. Ouais. J'utilise, ça se poste, hein, mais c'est un truc de vieux. Je sais pas. Non, mais ça se poste, mais ça me dépasse. Je sais même pas, donc je vais jamais dessus. J'ai l'application, je sais que ça se poste automatiquement, mais tu vas voir une page Instagram de n'importe quelle agence traditionnelle normale. Moi, ça me désespère un peu, parce qu'il y a toujours 4 photos de biens immobiliers sur la page et c'est tout. Parce qu'une fois, on se dit, ok, c'est bon, on va faire la page Instagram. On fait la page Instagram, on met un nom, on fait une super bio, joli machin, on fait 4 photos, on poste 2 fois en une semaine et après ça s'arrête là et il n'y a plus jamais rien d'autre. Et souvent, ce que j'entends, et moi ça me fait marrer, quand il y a des courtiers qui m'ont dit, bon déjà, premièrement, je sais pas à quoi ça sert de faire des vidéos sur Instagram, et deuxièmement, moi j'ai un compte et ça sert à rien, ça m'a jamais rien rapporté. Puis après tu vas sur son compte et puis il y a 6 photos, puis je me dis, mais c'est normal. Mais envoie 6 emails et tu me dis si avec tes 6 emails, eh ben, t'as doublé ton chiffre d'affaires, quoi. Ça me paraît ridicule, complètement ridicule. Ouais. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est un gros effort. Je veux dire, si tu as une grosse société, là pour nous, il faut être honnête, hein, ça nous prend quand même passablement de temps et d'énergie. Parce que comme on a fait ce plan marketing sur l'année, comme on fait beaucoup de choses seuls, on doit mettre beaucoup d'énergie dans ça. Par contre, pour trouver un bien, il faut que tu ailles loin. Comme je dis, on en publie, ça nous arrive maximum 2 par mois. Peut-être entre 1 et 2, puis autrement c'est que de l'image ou de la com très différente, quoi. C'est très... on se rappelle qu'on est dans l'immobilier, mais après il y a par exemple sur Instagram, alors je voulais juste dire en fait sur LinkedIn on est beaucoup dans les articles. Là on part sur des articles qui sont publiés chez nous sur kiwi.ch et après on les reposte sur LinkedIn, et puis sur Instagram on est plutôt dans un ton... plus décalé, et puis sur Facebook on peut reprendre un petit peu ce qu'on fait sur Instagram, et puis on a vraiment un plan marketing sur l'année, et puis chaque mois on se voit avec Yannick et on établit en fait le plan marketing, donc c'est assez structuré. Et sur Instagram je suis assez fière des conseils à Bercla en fait. Voilà, il faut juste aller les voir. Non, mais on essaye, quoi. Donc, on essaye d'être valaisan, on est bien à AOC et on a les conseils à Bercla pour briller dans l'immobilier. Et magnifique. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Hein. Faut que j'aille m'abonner, moi. Ouais, je suis même pas abonné. Non. Je suis désolé. Mais c'est vrai. Non, mais c'est très bien. Moi, je dirais travaillez votre image sur Instagram. Oui. Travailler votre image plutôt hors immobilier. Enfin, pas hors immobilier, vous pouvez parler de l'immobilier, mais ça, on est d'accord. Et on l'a viré tout de suite l'idée. Quand on a parlé de ce matin, est-ce qu'on met un petit peu plus de biens immobiliers sur les réseaux sociaux ?
direct, on a dit non. Instagram, moi, je vois pas. Je vois pas le truc d'aller mettre. Je vois très bien, en fait, comment on peut le mettre, mais je vois pas le truc. J'ai pas envie de changer cette image qu'on a mis. Puis comme tu dis, en fait, à chaque fois, par contre, sous ce ton humoristique, il y a quand même un lien avec l'immobilier. Complètement. Ou le Valais. Ou notre secteur. Donc, en fait, c'est pas un truc complètement coupé de notre activité, sinon ça fait pas de sens non plus. Bien sûr. Mais c'est un peu plus subtil, puis on essaie de travailler sur plutôt cette image avec une esthétique aussi qui est un peu différente. Puis c'est vrai que quand tu regardes, enfin tu connais ça mieux que nous, mais un joli fil Instagram, c'est quand même plus sympa que simplement des annonces avec des chiffres. Ah, donc ça c'est joli. J'ai jamais fait gaffe à ça, moi. Ouais. Il faut complètement de mon feed. Oui, je suis pas étonnée, tu vois. Ah, c'est marrant. Il est moche mon truc. C'est vrai ? Alors faut que j'aille voir. Enfin, il ressemble à rien en fait. Ouais. Mais on n'est pas de la même génération. Oui, ça je sais. Ça. Non, mais c'est la même chose. Bon, après, moi, je capitalise sur les vidéos, donc c'est pas les photos. Donc voilà, moi, les gens vont, je pense, assez rarement dans le feed pour regarder si c'est joli avant de s'abonner. Parce que là, typiquement. Plutôt, c'est vrai que c'est plutôt par les vidéos. Ouais, tout à fait. Non, c'est pas la même chose. Nous, on est nuls. Voilà. Par contre, ça me fait marrer. J'ai eu des courtiers qui m'ont dit, ou plusieurs personnes à qui j'ai parlé, surtout au début des réseaux sociaux, qui me demandaient pourquoi je faisais ça. Parce qu'ils me disaient, bon, faire des vidéos sur TikTok, Instagram, c'est assez ridicule. Sur l'immobilier, de toute façon, c'est des gamins. Je comprends pas l'intérêt. Et ça me fait marrer parce qu'il y a des gens qui pensent encore ça maintenant et qui aujourd'hui me connaissent et moi je les connais pas. Et potentiellement des courtiers qui sont là depuis 20 ans, 25 ans. Et qui pensent encore ça. Moi, ça fait 4 ans que je suis un peu dans le domaine et vraiment dans le domaine, je sais pas, ça fait 1 an et demi. En termes de notoriété, ça a rien à voir. Et eux ont entendu parler de moi, me connaissent maintenant et peut-être regardent même mes vidéos. Ils se demandent pourquoi encore je fais ça. C'est pas possible. Ouais. Bah si. Non mais ouais. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà. Non, mais du moment où on regarde tes vidéos, on peut pas venir te dire je vois pas pourquoi tu fais ça en fait. Parce que. Non, mais bon, mais c'est la base déjà de tout ce qui est réseaux sociaux. Je veux dire, c'est que ton public potentiel ou ta clientèle potentielle, elle est multipliée par 1000. Ah bah... Parce que quand ils font du boitage, je sais pas combien de personnes tu touches en une journée. Non, mais je sais même pas s'ils connaissent le nom. Hein. En une journée. Tu sais ce que c'est du boitage ? Tu vois, il sait même pas ce c'est que marrant, c'est. c'est toi. Ceux qui vont encore mettre des flyers, dans les flyers. Tu touches en une journée, je sais pas combien de gens tu touches, tu vois. Et puis déjà, je pense que la plupart, ils n'ont pas le choix de subir en plus ta pub. Donc c'est un peu compliqué. Tandis que toi, avec le même investissement. Tu peux pas cracher dans la soupe. On peut pas s'abonner à toi et venir dire je vois pas à quoi ça sert. Mais ça, je l'ai entendu dans d'autres domaines en fait. Même moi, par exemple, comme tu le sais, en fait, juste à côté, j'ai monté une boîte dans le tourisme parce que j'ai un grand amour pour nos montagnes et puis j'avais envie en fait de partager ça aussi. Et puis à l'époque où je faisais des photos puis que je les publiais et j'entendais des gens qui me disaient ça sert à quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Et au final, je partage des trucs juste incroyables avec des gens qui viennent justement des Émirats arabes boire du thé avec moi sur un sommet. Et alors, ça va pas parler à tout le monde, mais pourquoi je fais ça ? Parce que moi, pendant ce temps, j'avais envie de partager ça avec des gens qui viennent d'autres pays. Et puis, voilà, en fait, offrir aussi ce petit truc qu'on a en montagne, ces bijoux qu'on a ici, en fait. Voilà. Bien sûr. Ce qui est dur à comprendre. Mais ça sert à même quoi ? pas besoin de se justifier. Hein. Mais ce qui est dur à comprendre, c'est qu'il y a 15 ans, peut-être on pouvait avoir ce discours en disant mais finalement, pourquoi tu fais ça sert à rien. Mais quand tu vois que ça fonctionne, tu vois que tu touches 1000 ou 10 000 fois plus de monde, que tu ne reviennes pas sur cette vision, c'est ça qui est étonnant. Alors soit c'est que tu t'entêtes puis dans ton erreur, soit que tu sens vraiment pas le changement du monde. Ouais, c'est une bonne question. Mais bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. Tu leur demandes. Ouais, je me justifie pas trop. Non. Un petit mot pour la fin sur le marché immobilier maintenant. Comment est-ce que vous voyez du coup le futur, l'évolution du marché immobilier en Suisse en général, peut-être en Valais aussi vu que vous êtes vraiment dedans, mais aussi généraliste un peu pour la Suisse romande par rapport à tout ce qui se passe, évolution des taux, incertitude, on ne sait pas trop où ça va aller. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Moi, a priori, déjà, je ne sais plus en quelle année, 2009, 2000... Dans les années entre 2009 et 2012, à l'époque, on se posait déjà ces questions, l'évolution des taux, et on ne les voyait jamais bouger.
Et puis cette fois, j'ai l'impression qu'on les voit un petit peu plus bouger quand même. Là, ça a clairement augmenté. Moi, j'arrive pas à me prononcer sur. J'ai pas de boule de cristal en fait sur l'évolution. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus difficile au début d'année, en ce début d'année. Mais est-ce que c'est lié à ça spécifiquement ou d'autres paramètres? Je sais pas. Non, mais c'est sûr que ça. Alors, on a senti en début d'année que c'était un peu plus compliqué. Nous, on parle pour notre cas. Hein, ça ne veut pas dire que c'est une généralité. On peut parler que des cas qu'on connaît. On a l'impression, en général, on sait qu'à l'arrivée du printemps, ça dope un petit peu aussi l'intérêt pour l'immobilier. Ça repart un petit peu. C'est une année effectivement plus compliquée. J'ai l'impression que c'est pas forcément une réalité des choses, mais on a fait peur aux gens. Évidemment, dans les médias, on n'a fait que de parler de la hausse de taux. On fait peur à tout le monde. L'Europe s'est tiré une balle dans le pied en accentuant l'inflation en lien avec la politique énergétique. Enfin bon, on ne veut pas repasser tout ça, mais il y a une crainte qu'on a instaurée. Puis on sait très bien comment ça marche. Hein. Dans la consommation, dans l'économie, c'est aussi un ressenti. Si les gens ont peur, ils consomment moins. Donc là, un achat immobilier, c'est encore pire. C'est un gros investissement. Donc j'ai l'impression que ça fait peur aux gens. Aux gens de ton âge encore plus. Parce qu'ils n'ont jamais connu des taux aussi élevés qu'aujourd'hui. Parce que si tu parles à des gens de notre âge, et à ceux qui sont encore plus vieux, c'est encore pire. Quand ils te parlent de taux qu'il y avait dans les années 80 ou 90, finalement, les taux actuels, ils restent tout à fait acceptables. Et c'est là, le taux de 1% comme on a connu, ou même plus bas, les taux négatifs, c'est cette situation-là qui n'est pas normale, en fait. C'est ça l'anomalie. Ça ne peut pas durer, en fait. Mais c'est difficile à accepter du moment où on a été habitué à ça pendant de nombreuses années. Puis tout d'un coup, dès qu'on arrive à des taux... Bon, alors, je ne veux pas m'avancer sur des taux parce qu'ils changent tous les jours bientôt. Maintenant, ils sont montés, redescendus, remontés. Mais les taux actuels, ils me paraissent pour l'instant pas surfaits. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Mais j'ai l'impression qu'il faudra un petit temps d'adaptation pour que tout le monde se dise « Ok, je refais mes calculs avec ces taux-là, parce que je pense qu'ils vont se stabiliser, j'espère, en tout cas, qu'ils se stabilisent d'ici l'année prochaine, on n'est pas sûr. Puis avec ces taux-là, chacun va refaire son budget. Et à ce moment-là, on risque d'avoir une reprise aussi du côté des achats immobiliers. Ouais. Vous attendez une chute des prix ou pas? Non, pas. On la sent pas trop. On la sent pas peut-être trop. Des fois plutôt un ralentissement sur l'augmentation. La chute des prix, je ne sais pas si les propriétaires sont prêts à ça aussi. Ouais. Alors, on la sent pas trop pour l'instant, en tout cas. Hein, mais peut-être qu'aussi le propriétaire, il faudra peut-être aussi qu'il ait un temps de latence pour voir que la plus-value qu'il va faire, elle sera peut-être moindre. Mais je suis pas certain qu'on voit cette baisse des prix. En tout cas, pas pour l'instant, tant que les nouvelles constructions vont pas baisser. Si on voit le coût de l'énergie, il impacte tous les domaines. Hein. Donc, il impacte la construction en particulier, mais tous les domaines. Ce qui fait que le coût de construction, il va probablement pas baisser, au contraire. Et le prix du bien, donc le prix final de vente, risque de rester à un niveau assez élevé. Alors, comme disait Sandra, je pense qu'on aura moins ces augmentations régulières, sous toute réserve, hein, en fonction des coûts de l'énergie, mais peut-être une stabilisation, une baisse, ça paraît dur à anticiper. Moi, je crois que Crédit Suisse a dit que ce serait la 4... Ah non, Père nos repères. Plutôt des difficultés, plus de difficultés dans la vente. Des dossiers beaucoup plus difficiles. De plus en plus, justement, de plus en plus besoin de professionnels en fait pour s'occuper des ventes, pour figer aussi. Puis, moi, je plaisante avec Crédit Suisse, hein, mais ça a aussi un impact psychologique sur les banquiers. Ouais, tout à fait. Le banquier, il a plus peur de prêter de l'argent, il demande plus de garanties, et ça fige et ça freine aussi le marché immobilier. Donc ça, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Alors aussi, après, ça va se détendre, c'est toujours cyclique. Hein. L'humain, il voit la catastrophe, il prend toutes les mesures, puis il oublie petit à petit les mesures qu'il a prises, puis il revient à une situation un peu plus cool. Mais actuellement, je peux imaginer qu'il y a pas mal de banquiers qui s'inquiètent, puis qui disent « Oui, mais si on sort de l'argent, comment ça se passe ?» Et du coup, ça se répercute à fond sur les clients aussi. Bien sûr. Pour l'achat, le dossier il est plus compliqué, il faut arriver, vraiment être prêt dans ce qu'on fait, et puis d'être bien entouré. C'est plus lent. Et à part ça, on est quand même dans un pays solide. C'est moins facile qu'avant. Tout à fait. Sur le développement du marché immobilier, franchement, à moyen et long terme, je pense que personne n'a une grosse crainte. Mais de nouveau, moi, je ne ressens pas cette crainte. On est dans un pays qui est stable, un pays qui est solide, qui garde quand même une forte économie. Donc moi, je suis très optimiste sur l'évolution du marché immobilier. Il y a toujours des phases plus difficiles à vivre, c'est normal, mais globalement, le marché, à mon avis, va se maintenir et va continuer à progresser. Nous, en tant qu'agence, on ne s'inquiète pas, en fait. En tant qu'agence, on se dit, voilà, même si à la limite, ça devient un petit peu plus compliqué,
Ça sera pas non plus négatif en fait. Ça va laisser en fait les professionnels en place et puis tous ceux qui faisaient ce métier un petit peu à côté, ça va filtrer. Ça va filtrer finalement. Donc c'est pas un mal pour les agences. Mais après, je pense pour la clientèle, ce qu'on dit, c'est un petit peu plus compliqué à obtenir des dossiers. Et c'est là que peut-être le besoin de professionnalisme et de compétences, il va revenir. Donc, tout à fait. Je vois pas ça trop négativement. Franchement, tout à fait. Sur la base, franchement, les gens devront toujours se loger. Les gens devront toujours se loger. On sait qu'on manque aussi de main-d'œuvre. Il y aura une immigration qui va continuer. On voit le développement en Valais, par exemple. Je prends un exemple qui est très flagrant, à la Lonza, avec le nombre d'emplois qui sont créés. Et évidemment qu'il faudra des logements. Et s'il faut des logements, il faut des constructions, il faut des ventes. Et du coup, construire, les prix, ça coûte plus cher. C'est toujours l'offre et la demande. Hein. Ah, exactement. Ouais, c'est ça. Moi, je pars de ce constat-là. C'est vrai qu'à travers plusieurs podcasts, du coup, avec des professionnels de l'immobilier, c'est vrai qu'on m'a dit depuis fin 2022, là, même si les rapports disent que, j'avais commenté un rapport de Real Advisor qui est sur ma chaîne YouTube, même si les rapports disent que les prix ont encore augmenté, on voit que vraiment ça a stagné. Les acheteurs négocient plus le prix et les vendeurs peinent un peu à lâcher. Mais donc il y a plus de bagarres, c'est plus lent, mais bon, donc les prix se calment, mais personne s'attend à une chute. Moi, je pars du principe que vu qu'aujourd'hui, c'est plus lent, on le voit, donc ça bouge moins. C'est vrai, ce début d'année. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, d'ailleurs, on l'a vu avec les résidences secondaires en Valais, c'est un très bon exemple. Quand on a des prêts sur 15 ans, 10 ans à 0,8, on réfléchit pas deux fois. On dit ok, c'est bon, je prends l'argent parce que de toute façon, il est gratuit, quoi. Donc aucun problème. Puis j'achète un chalet, pas de souci. Mais quand après ça coûte 2,5% sur 10 ans, on réfléchit à deux fois. Et le fait, simplement ce gap de réfléchir à deux fois au lieu de pas réfléchir du tout, ça prend plus de temps. Et ça prend plus de temps, ça travaille plus dans la tête des acheteurs, et puis voilà, ça freine quand même tout le truc. C'est exactement ça. C'est l'acceptation, en fait, le côté psychologique de se dire jusqu'au moment où on a refait son budget. Tu vois, c'est exactement ce qu'on a constaté aussi. Puis après, il y a aussi des vendeurs qui sont peut-être moins pressés. Alors il y a des situations de vie, ça c'est autre chose. Mais si toi, tu as aussi un emprunt à 0,8, et puis tu te dis, finalement, je vais devoir aller en location avec des loyers qui augmentent, ou alors je vais devoir racheter un bien en payant 2,5, tu te dis, je suis pas trop prêt à baisser mon prix. Exact. Mais il est là l'impact aussi à venir aussi, parce que tu as des vendeurs qui sont moins pressés et tu as peut-être des vendeurs qui seront plus pressés d'ici quelques temps quand ils doivent renégocier leur taux et puis que ça va beaucoup changer le budget. Donc je sais pas, ça aussi ça peut... Tout à fait. Ça peut changer la donne. C'est peut-être là qu'il y aura un impact en fait. Mais globalement, moi, j'ai pas connu une telle évolution des taux. On l'a ressenti. Les transactions, elles sont plus compliquées. Puis après, sur des objets entiers, des objets de rendement qui sont peut-être des immeubles et autres, et on a déjà vu des situations où finalement l'acheteur qui s'était engagé dit alors ok, mais alors tu me diminues le prix de 10%. Le vendeur a dit pas question, parce que c'est pas possible. Puis l'acheteur dit alors j'achète plus. Et là, ça met des objets sur le marché de ce type-là qui sont... je pense par contre pour les immeubles de rendement, les gros immeubles de rendement d'institutionnels, là par contre je pense qu'il y aura une correction des prix parce qu'ils ont fait n'importe quoi. On va pas se mentir qu'à moins 0,75 ils ont acheté n'importe quoi à n'importe quel prix. D'ailleurs c'était en plein pendant les cours de brevet, on en a même rigolé en classe, quoi, parce que ça se vendait à Genève en dessous de 2% de taux, de rendement. Mais c'est ridicule, quoi. Qui achète des immeubles à ce prix-là? Et du coup, c'est simplement qu'ils faisaient, en fait, quand ils achetaient à 2%, ils disaient en réalité 2,75, quoi, parce qu'ils payaient moins 0,75. Donc, mais ils ont acheté n'importe quoi. Là, pour le coup, ils ont détruit le marché des immeubles de rendement. Mais vraiment, on est dans la catégorie institutionnelle, c'était 10 millions et plus, quoi. Vraiment, il y avait aussi les taux négatifs qui jouaient un rôle important. Hein. Je veux dire, finalement, ton rendement, même à 2, il était beaucoup plus intéressant que de le placer sur d'autres marchés. Donc là, il y a aussi cette pression, au-delà du fait que l'argent était bon marché, il y avait aussi cette pression de rendement pour finalement pouvoir payer des rentes ou d'autres choses, quoi. Mais on l'a senti, alors ça on l'a déjà senti, on a déjà eu des cas dans lesquels finalement l'acheteur a dit alors moi je diminue le prix, puis le vendeur alors soit il était plus dans sa marge, soit il a aussi besoin de ce temps psychologique pour dire ok, je vais faire une plus petite plus-value sur cet objet. Ouais, tout à fait. Par contre, je reste convaincu que sur les fondamentaux et d'un point de vue structurel en Suisse, on a toujours le même problème, c'est que les terrains, on n'en a pas, on en a très peu. La latte, elle est là, elle ne changera pas, elle va même se durcir, certainement. On voit dans quel trend on est en train d'aller, vraiment, avec la loi sur le mitage. Donc on introduit de plus en plus de lois, de plus en plus de restrictions. Les autorisations de construire, elles sont lâchées, on en a parlé avant, de plus en plus lentement. Et donc, l'immigration reste. Donc on a toujours de plus en plus de monde et de moins en moins de place. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le terrain il est de plus en plus rare et puis tout va prendre de la valeur. Donc en fait on a une vraie aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a une vraie dichotomie en fait entre ce que les gens votent, les gens souhaitent et ce qu'ils ont vraiment besoin.
Parce qu'ils ont quand même toujours besoin d'un logement un petit peu plus grand, surtout maintenant il y a le télétravail, donc il faut une chambre de plus. Mais qui dit une chambre de plus, dit voilà, il faut peut-être déménager, il faut prendre un plus grand appartement. Mais aujourd'hui, on fait des 2,5 en masse parce qu'il faut du rendement. Donc on a toujours un problème. Donc il faut de la place, il faut construire, mais pas chez nous, pas chez moi, parce que c'est mieux de faire ailleurs. Du coup, il y a les oppositions, du coup ça traîne, et en fait il y a tout mis ça dans un gros panier, ça donne au final des prix qui montent. Voilà, oui, c'est à long terme, c'est ce que je pense. En termes de terrain, c'est certain. Certain. Mais si le foncier prend de la valeur tout le temps, l'appartement il prend de la valeur et la maison elle prend de la valeur. C'est ça, et c'est ça qui fait augmenter aussi. Ouais, tout à fait. Bien sûr. Mais bon, là, c'est toujours la dichotomie entre le citoyen et le consommateur. Même si c'est la même personne, elle n'a pas la même réflexion et le même comportement. Exactement, c'est ça. Ouais, tout à fait. Mais effectivement, là, il y a, à l'avenir, l'immobilier, de toute façon, on en a besoin et on ne voit pas vraiment. Donc, de nouveau, peut-être une stabilisation des prix. Ça, c'est possible. Ouais. Et puis dans un certain délai aussi. Ouais, absolument. Ce serait même bien. Ouais. Alors voilà. Un joli mot, dichotomie. C'est beau. C'est beau. C'est bravo. Et sur ce beau mot, merci infiniment en tout cas pour l'épisode, c'était très sympa. Et puis moi je vous souhaite plein de succès, même si vous n'en avez pas besoin. Vous en avez déjà largement. On doit toujours faire mieux. Merci. On peut te retourner le compliment. Plein de succès. Merci, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on refera un épisode pour faire le point dans quelques mois l'année prochaine. En avril à Dubaï, c'est ça? Ah bah voilà, let's go. Allez, à plus. Bonne soirée.